Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes très nombreux à nous rejoindre cet après-midi depuis 14 heures déjà, 14h30. Donc merci à tous d'être là autour de ces sujets d'actualité et puis qui nous concernent tous. Et nous allons revenir un petit peu sur la question de la fin de vie et notamment sur le suicide assisté. Et nous allons donc lui consacrer 1 heure autour d'un point de vue, autour d'un philosophe, Bernard-Marie Dupont, donc médecin universitaire, professeur de philosophie et qui est également avocat, et puis en France et au Canada. C'est bien ça. Voilà. Donc Bernard-Marie Dupont, alors le suicide assisté. Déjà, pour commencer, je pense qu'on vous connaît davantage pour vos positions en faveur des soins palliatifs. Est-ce que vous pourriez juste nous dire pourquoi vous êtes plutôt favorable aux soins palliatifs d'une manière générale? Merci Nadia Aubin, merci Israël, Nizan et Jean-Louis Mandel. D'abord, je voudrais dire que je suis très heureux d'être ici parce que, sans vouloir flatter, il me semble que c'est un des rares lieux en France où on peut débattre et que l'idée circule, qu'on soit favorable, contre, sans opinion, etc. Au moins qu'on puisse débattre, c'est à mon sens une des choses vraiment essentielles. Je ne peux pas démarrer non plus sans 2 citations, enfin un proverbe africain qui dit tout seul je vais plus vite, à 2 on va plus loin. Donc évidemment plus on est nombreux, plus à mon sens on pourra aller loin. Et puis aussi une phrase de Churchill qui dit, philosophe à 16 heures, qui dit quand 2 hommes sont du même avis, c'est qu'il y en a un de trop. Donc voilà, je pense que la divergence est extrêmement encourageante, en tout cas intellectuellement. Alors, j'allais dire, Nadia, ça commence mal, dans la mesure où on me demande de positionner une réflexion sur l'euthanasie par rapport, ou le suicide médicalement assisté, par rapport aux soins palliatifs. Oui. Alors, je pense qu'il faut quand même dissocier les deux. Ce sont 2 choses différentes. Et là, je pense que les partisans et les adversaires du suicide médicalement assisté ou de l'euthanasie seront sûrement d'accord avec moi. Ce sont 2 choses différentes. Bien sûr, la oui. réflexion sur le moment de sa propre mort, je pense que c'est bien plus une réflexion philosophique, existentielle, angoissante, métaphysique, qui nous interpelle au quotidien de manière intime, de manière très personnelle. Je suis incapable de penser la mort de mon proche, de mes proches, de ma moitié, de mes enfants, de mes ascendants. Et donc ça, c'est un vrai débat qui mêle l'intime, les croyances, les certitudes, les doutes, les questions. Et puis d'un autre côté, il y a une approche médicale qui est celle des soins palliatifs. Mais je pense qu'il faudrait, dans un premier temps, cesser de mettre en opposition les deux en disant, quand on fait du soin palliatif, on ne se pose plus la question du choix, du moment ou de l'instant de la mort, et puis nous avons raison, et vous avez tort. C'est-à-dire que moi, je pense que le monde n'est ni blanc ni noir, il est gris. Alors, j'ose pas dire 50 nuances de gris parce que c'est d'actualité, mais il est comme ça. C'est-à-dire que c'est bien plus une question de temps, d'avancée, d'évolution. Donc, première chose, je pense qu'il faut cesser d'opposer artificiellement une question ou un problème médical avec un problème qui est de l'ordre de la métaphysique, de l'intime, de l'éthique personnelle, du choix, et voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Oui, mais bon, ça reste quand même pas uniquement dans l'ordre de la réflexion, dans le domaine intellectuel. Il y a aujourd'hui un vrai débat, il y a des débats depuis même des années sur ces sujets-là, où également des choix doivent s'opérer, des choix doivent être faits. En tout cas, ils s'imposent souvent aux personnes. Il y a également des demandes de la part des personnes elles-mêmes de pouvoir éventuellement être euthanasiées ou avoir une assistance pour le suicide. Donc c'est vrai que même si on veut être dans la nuance, la société doit être amenée à réfléchir et à choisir là-dessus. Alors moi, pour ce que j'ai en tout cas retenu de l'ensemble de votre travail, réflexion régulièrement croisée, vous dites que vous mettez plutôt en garde contre en fait le suicide médicalement assisté. Et je me disais, tiens, c'est intéressant parce que on ne ressent pas dans vos motivations une motivation qui soit, on dirait, rapidement d'ordre religieux ou autre. Au contraire, vous dites que c'est une motivation laïque. Alors laïque, évidemment le mot est d'actualité. Qu'est-ce que ça veut dire laïque? Ça aussi c'est un mot à creuser. Ce que je veux dire, c'est que dans mes propos, je n'appartiens à aucune école de pensée, chapelle, temple,
Je ne fais pas de prosélytisme pour quiconque. Vous ne saurez pas en sortant d'ici pour qui je vote, si je vote à droite ou à gauche, si je vais à tel office ou à tel autre, ou si je n'y vais pas. Mon but, c'est d'essayer de faire œuvre, j'allais dire presque de philosophe, c'est-à-dire d'essayer de creuser, de remonter en amont des problèmes le plus possible, avec méthode, en essayant d'être objectif, en essayant d'éviter toute interprétation ou récupération polémique ou idéologique, et puis voilà, en me posant un certain nombre de questions. C'est-à-dire, je ne roule, pour faire simple et vulgaire, je ne roule pour personne. Ma seule motivation, c'est une volonté d'essayer de comprendre les problèmes. C'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas raison tout seul, je ne suis pas venu faire un cours magistral, je suis venu débattre avec vous. Et convaincu vraiment que plus on est différent, finalement, plus on s'enrichit mutuellement. J'ai peu de certitudes, j'ai beaucoup de questions, j'ai des doutes, j'ai des angoisses, sûrement comme vous, par rapport à ma propre mort. Et j'essaye simplement de regarder dans 3 directions, une direction médicale, une direction philosophique et évidemment une direction plutôt juridique. Et en fonction de ces 3 directions, je me pose un certain nombre de questions. Voilà. Alors mes positions sont parfois interprétées, ou enfin, si elles sont connues, elles ne sont pas toujours pour les bonnes raisons. C'est vrai que je suis, dans l'état actuel des choses, très réservé sur une évolution trop rapide des choses. C'est-à-dire que pour des raisons médicales, encore une fois, pour des une raisons évolution trop rapide des choses, très exactement. Vers une légalisation ou de l'euthanasie ou du suicide médicalement assisté, puisque je pense que dans le projet de loi de messieurs Claes et Leonetti, c'est plutôt vers vers lequel on se dirige, c'est-à-dire une reconnaissance légale du suicide médicalement assisté. Si j'ai bien compris, si j'en ai fait une lecture attentive. Et cela vous inquiète ? Ça m'inquiète, oui, ça m'inquiète pour plusieurs raisons. Si j'ai 3 minutes. Bien sûr, on a le temps. Premièrement, je pense que, chronologiquement, je suis médecin. Médicalement parlant, la médecine que j'ai découverte il y a à peu près, je sais pas, le temps passe vite, une trentaine d'années, aujourd'hui, elle me pose problème. Parce que l'interlocuteur précédent, je suis d'accord avec lui, nous sommes entrés dans un monde complètement utilitariste. On achète, on vend, on loue, on répare, on bricole, tout ça c'est bien, mais en même temps aussi on voit bien que on jette, on remplace, bon, nous sommes entrés, c'est comme ça, c'est un fait, apparemment acquis de société, nous sommes entrés dans une société utilitariste. Si ça continue, il n'y a pas de raison de penser que les questions d'argent n'entreront pas à l'hôpital. On pourrait très bien imaginer que demain, le monde du soin, ça soit un monde dans lequel on compte, au sens financier du terme. On pourrait très bien imaginer qu'un jour, les établissements puissent avoir une autonomie budgétaire, qu'on invente des certifications, qu'on invente beaucoup de liens, à mon avis artificiels, entre le soin et l'argent. Donc, dans un premier temps, moi, ce que j'aimerais, mais où ce débat peut-il se faire? Où se fait-il? Si ce n'est dans des endroits comme aujourd'hui. Mais j'aimerais que nos politiques prennent ce sujet à bras-le-corps. J'aimerais que dans un premier temps, qu'on redéfinisse ce que c'est que soigner dans un premier temps, parce que ça, c'est un enjeu essentiel. Si c'est s'autoriser à toutes les prouesses, si c'est effectivement l'homme augmenté, l'homme réparé, etc., ça aura un coût financier. Je ne parle même pas du coût humain, ça aura un coût financier énorme. Sommes-nous prêts à payer ? Sommes-nous prêts à payer? Jusqu'où? Jusqu'à quelle limite? Si effectivement on donne à l'économie le dessus ou le monopole sur la santé, alors évidemment la question de la rentabilité va se poser très vite, en particulier sur la fin de vie pour des populations extrêmement à risque que sont par exemple les personnes qui vont entrer dans le 4e âge, qui est un âge nouveau de l'humanité, qui n'existait pas il y a encore quelques années, mais qui va aussi coûter très cher. Sans compter évidemment de toutes les situations nouvelles liées au progrès, par exemple de la réanimation, les AVC, les EPR, en gros les affaires Vincent Lambert que vous connaissez. Donc moi je pense qu'il serait dans un premier temps urgent de redéfinir ce que c'est qu'un acte de soin. Est-ce que le soin et l'argent doivent finalement faire bon ménage? Enfin bon, j'en sais rien, en tout cas faire un bout de route ensemble. Ça, c'est une des premières choses, parce que cette chose conditionne aussi le reste.
Sur la fin de vie, je me pose aussi une question qui touche autant la médecine qu'à la société. Le fait que pratiquement 80% de la population aujourd'hui de nos pays occidentaux meurt dans une institution qui s'appelle en gros l'hôpital, ou en tout cas une institution médicalisée, ça me pose problème. C'est-à-dire que quand même, ça veut dire qu'on a déplacé la triple unité de lieu, de temps et d'action comme au théâtre de la mort vers le monde naturel pour le déplacer vers un monde complètement artificiel. La deuxième chose qui me pose problème, c'est une question vraiment philosophique. Moi, je suis lecteur de Kant, j'ai un problème avec la morale, et en tout cas, j'ai un problème avec les interprétations de la morale. Rien qu'en philosophie, je parle là du champ philosophique, moi j'aime bien qu'il y ait des interdits. Pas forcément sur la mort, mais j'aime bien qu'il y ait des interdits. Parce que quand on pose un interdit, d'emblée, on pose la possibilité de la transgression. Mais quand on pose la possibilité, alors transgression au sens légal, pas forcément psychanalytique du terme, quand on pose la possibilité de la transgression, ça veut dire que si j'envisage de transgresser un interdit, je sais aussi qu'il va y avoir la possibilité d'une sanction, y compris, par exemple, pénale. Ça veut dire que je pense que d'envisager la transgression, ça pose aussi son homme, ça pose aussi l'individu humain comme responsable devant. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable, pour défendre cette cause, de me dire oui, je suis capable de commettre quelque chose qui, aujourd'hui, est interdit. Bon, ça, c'est le problème de l'oral. Et puis, on y reviendra certainement, le suicide médicalement assisté comme l'euthanasie me pose des questions juridiques absolument énormes, et j'allais dire presque irréconciliables. Et tout ça me fait dire que finalement, à une question qui n'est pas une mais multiple, il serait à mon avis trop rapide, trop prématuré et trop simple de répondre par un « yaka ». Je pense que voilà, la question aujourd'hui de la fin de vie est complexe, elle est politique, sociétale, médicale. Pour vous citer le rapport Jean Leonetti et Alain Claes, il ne faut pas les oublier, ils disent eux-mêmes, presque mot pour mot dans leur conclusion, qu'ils ne savent pas ce que c'est que, en termes de définition, que la fin de vie et que la phase terminale de la fin de vie, et ils s'en remettent donc à la lettre de mission du Premier ministre. Alors j'ai quand même trouvé ça absolument étonnant, puisque Jean Leonetti, comme chacun sait, est un cardiologue qui a fait toute sa carrière à l'hôpital, et il dit « Moi, cardiologue, finalement, je ne sais pas ce que c'est que la fin de vie, c'est la lettre de mission du Premier ministre, qui, si ma mémoire est bonne, n'est pas médecin, qui lui précise ce que c'est que la fin de vie. » Donc voilà, je pense que tous ces problèmes sont complexes, éminemment complexes, et on aurait tort, à mon sens, de se précipiter dans une réponse du type yaka. Et c'est encore plus complexe dans notre esprit à tous, surtout pour faire encore la différence, par exemple, entre suicide assisté, euthanasie, etc. Tout ça reste encore très très flou dans l'esprit de l'opinion publique. Hein. Et pourtant, on a vu récemment, par exemple, un sondage, c'est en octobre 2014, sondage BVA, qui dit que 9 Français sur 10 se disent favorables à l'euthanasie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas prêter crédit à ces sondages? Est-ce que ça veut dire, parce que tout à l'heure on parlait aussi de la nécessité d'en débattre de ce genre de sujet? C'est le seul indicateur que nous ayons, en fait. Alors, le débat, oui. Le débat virulent, la dispute au sens fort du terme, oui. C'est-à-dire ce qu'il manque vraiment pour moi, et encore une fois, bravo à vous, ce sont des lieux comme ici, où on peut débattre et se disputer au sens intellectuel du terme. Les sondages, je n'y accorde aucun intérêt. Je vais répondre comme un homme politique. Je n'attache aucune valeur aux sondages. 1998, l'affaire Malèvre. Vous vous souvenez de cette infirmière qui avait donné la mort? Bon, bref, on demande à l'Institut, je peux le citer, Ipsos, qui est un institut très sérieux, un sondage sur les Français et l'euthanasie. On leur passe la commande de savoir effectivement ce que pensent les Français en 1998 de l'euthanasie. Échantillon représentatif de la population, environ 1000 personnes, cueillies au petit matin à la sortie du métro parisien, puisqu'évidemment la France c'est Paris. Et on leur pose la question suivante, je la cite de mémoire, à la virgule près. Si vous étiez atteint d'une maladie incurable et en proie à des souffrances abominables, aimeriez-vous que l'on vous aide à mourir? À cette question, je crois que normalement tout le monde doit répondre oui. Il n'y a que 78% des personnes interrogées qui répondent oui. La conclusion de l'Institut Ipsos, c'est dans leur immense majorité, les Français sont favorables à la dépénalisation de l'euthanasie, question qui n'avait même pas été posée. Donc les sondages, pour moi,
Voilà, c'est comme les soirs de défaite ou de victoire électorale, personne n'a gagné, personne n'a perdu. Oui. C'est vrai qu'il reste aussi cette question que vous avez soulevée, de clarifier les choses dans l'esprit du public. Fin de vie, qu'est-ce que ça veut dire? Euthanasie, qu'est-ce que ça veut dire? Suicide médicalement assisté, qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, par exemple, est-ce que pourriez-vous nous éclairer un petit peu là-dessus? Sur ces trois notions. Bon, alors suicide, évidemment, tout le monde comprend. Hein. Porter la main sur soi et évidemment en finir avec la vie. Sauf qu'il se peut que pour différentes raisons, soit en termes d'impossibilité physique, soit en termes d'impossibilité tout simplement ou de courage de le faire, je puisse être tenté de le demander à quelqu'un d'autre. Donc ça va être le suicide médicalement assisté et qui est très proche en fait de la dimension de l'euthanasie. Bon, j'y reviendrai. Dans le suicide, je suis seul, je prends une arme, un médicament et je choisis le moment de ma mort. Dans la dimension du suicide médicalement assisté, il y a nécessairement au minimum 2 personnes, celui qui va demander et celui qui va ou prescrire ou exécuter. Alors, c'est une différence essentielle en termes juridiques, puisque évidemment, le suicide dans le droit français, et c'est compréhensible, il n'y a pas de loi qui autorise ou qui interdise le suicide. Il y en a eu par le passé, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Le suicide est toujours une affaire personnelle, un drame personnel, un choix personnel. Bon, on se suicide, que le suicide soit autorisé ou interdit. Et je pense que le fait qu'il y ait une loi ou non n'aurait pas de sens. Par contre, pourquoi le suicide juridiquement, le suicide assisté et le suicide médicalement assisté en particulier est-il interdit? C'est pour plusieurs raisons juridiques qui s'enracinent dans une tradition, à savoir que nous avons dans notre droit, dans toute la philosophie du droit européen, une obligation d'assistance à personne en péril et aussi que la loi est construite sur une promotion, sur une défense de quelque chose qui s'appelle la vie. Et donc la mise en avant d'une philosophie du droit passe par une mise en avant de la préservation, de la promotion de la vie en tant que telle. Voilà, c'est ainsi, c'est comme ça. Et c'est ainsi que notre code, évidemment civil, mais surtout pénal, s'est construit en essayant de sanctionner avec des réponses graduées, toutes, au pluriel, atteintes à ce principe de préservation de la vie ou de non-assistance à personne en péril. Alors, dans une interview donnée au Pèlerin, c'est sur le pèlerin.fr le 30 mai 2013, on vous posait la question « Pourquoi la question de la légalisation de l'euthanasie est-elle récurrente ?» Votre réponse. Notre monde a perdu ses repères. Il est marqué par la peur de tout. Chômage, agression, maladie. Cela nourrit un fort désir de tout maîtriser, notamment notre propre mort, à tel point que nous sommes prêts à l'anticiper et à nous inventer un droit à mourir. Oui, c'est-à-dire que je crois que dans une société, je crois tout à l'heure qu'il y a une intervention sur la précaution qui est marquée par l'idéal de maîtrise. Il faut maîtriser pour agir. Si je ne maîtrise pas, je n'agis plus. Où il y a en permanence aussi des répercussions judiciaires, la faute, la sanction, la pénalisation, le 100% ou le 0% défaut. Je suis en droit de, j'exige, je demande. Nous sommes entrés dans un monde, c'est comme ça, qui est celui de la perfection ou, à défaut, en tout cas, de la maîtrise. Et il y a une attitude qui me semble faussement paradoxale, qui consisterait à dire « j'ai tellement peur de la mort », ça c'est humain d'avoir peur de la mort, à partir du moment où, au monde, je prends conscience qu'à un moment donné je suis mortel, toute notre vie, Heidegger et d'autres, Picasso, il y a des phrases de Picasso là-dessus, toute notre vie va se construire sur notre rapport à notre mortalité et au possible, non pas seulement au possible, mais au certain de ma mort. Toute notre vie va se construire par rapport à ça. Alors on peut être dans la maîtrise. L'interlocuteur précédent a parlé justement de cette lutte contre la mort. Oui, ça peut traduire notre peur de la mort. Mais il y a aussi un paradoxe qui n'est qu'apparent, qui consiste à dire « j'ai tellement peur finalement de mourir que finalement je préfère l'anticiper en choisissant le moment de la mort ». Bon. Et c'est vrai aussi que dans un certain nombre de cas, on a vu
tous, dans nos familles, chez nos proches, etc., des fins de vie difficiles, parfois même épouvantables, tout ça c'est vrai, du fait aussi, mais pas seulement, de l'évolution ultra rapide des techniques, de la réanimation, du milieu hospitalier, et parfois aussi du fait que nous soyons démunis face à un certain nombre de situations qui nous apparaissent comme ça un peu sans solution. Donc échapper à la mort, par exemple par l'immortalité ou en anticipant, ça participe philosophiquement de la même démarche, c'est-à-dire comment je m'affronte, moi, individuellement, face à cette échéance qui, de toute façon, seconde après seconde, arrive. Voilà, il y avait une phrase, enfin, je ne sais plus, une correspondance de Picasso qui était obsédé, par exemple, par l'idée de signature. C'est-à-dire qu'il signait tout. Quand il allait acheter son pain, il faisait des chèques et il signait. Parce que pour lui, la signature, il savait que ça serait conservé. C'était une forme, finalement, d'immortalité. Parce qu'il savait qu'on conserverait le chèque. Et donc il signait. Bon, il y avait peut-être aussi des calculs bassement matériels, mais il signait, c'est-à-dire laisser la trace. Donc nous avons cette peur qui se traduit par deux attitudes qui apparaissent contradictoires, mais qui finalement sont du même ordre pour moi. Alors, Bernard-Marie Dupont, une heure de rencontre avec un philosophe, c'est toujours très court, frustrant, et il y a beaucoup, j'imagine, beaucoup de questions déjà dans la salle qui vous seront adressées. J'aimerais renvoyer déjà à deux ouvrages que vous avez écrits, au moins deux, Penser la médecine et ses philosophiques, et puis d'un prétendu droit de mourir par l'humanité, l'euthanasie en question. Il y en a sans doute d'autres, on peut les énumérer, ils sont tous présents à la librairie Kléber. Et j'aimerais également, avant de donner la parole à la salle, que vous nous disiez, parce que vous m'avez dit j'ai besoin à peu près de 3-5 minutes pour dire une conclusion. Ça permettra peut-être quand même de la donner déjà maintenant. Bon, vous voulez une conclusion? Pour ne pas frustrer les gens et leur laisser le temps de poser leurs questions. Avant les questions. Bon, oui. C'est pas grave, je vais conclure avant de savoir vos questions. Il y aura forcément des questions favorables et des questions défavorables. Ou différentes, des questions surprenantes. Non, je dis ça parce qu'il y a une chose que je regrette vraiment profondément, et ça va dans le sens de ça anticipe ma conclusion. C'est que dans tous ces débats, l'argent dans la santé, je vois Jean Grimaldi qui est là, la fin de vie, etc., nous sommes incapables, d'une manière quasi systématique, d'argumenter sans nous insulter. C'est-à-dire que ce que je vois passer, c'est des tweets, pour parler jeune, comme mon fils ou ma fille, d'insultes en disant vous êtes contre, vous êtes ceci, ou vous êtes pour, vous êtes cela. Et comment se fait-il que dans une société qui se veut postmoderne, transhumaniste ou post-humaniste, je ne sais pas, on soit incapable de simplement pouvoir exprimer nos différences? Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que nous avons un devoir qui est un devoir de fraternité, en termes de questionnement et aussi en termes de réponse. Alors, deux petites anecdotes. Moi, je suis un homme qui vient du Pas-de-Calais. Ma ville de départ, c'est Arras. Arras, c'est la ville d'un des grands penseurs de la Révolution française qui s'appelait Maximilien Robespierre. Et Robespierre, c'est l'homme qui a inventé le troisième mot qui manquait à la devise de la République. La devise la République qui n'était pas encore République en 1790, puisqu'elle n'était plus ce qu'elle était, mais elle n'était pas encore ce qu'elle allait devenir en 92. Et la devise, c'était égalité-liberté. Et Robespierre dit, c'est très bien de dire que vous êtes égaux parce que vous êtes libres. C'est très bien de dire que dans cette salle, on est tous égaux et en même temps libres et égaux parce que libres et libres parce que égaux, etc. Bon. Mais il dit, si c'est ça, très vite, on va s'enfermer dans un individualisme forcené. Un jour viendra, aurait pu dire Robespierre, où quand on aura acheté le nouvel écran plat, on sera content. Quand on aura acheté la nouvelle tablette, je suis passé par le rez-de-chaussée avant de monter au premier, on sera content et satisfait, et on s'enfermera dans des réflexes de ghetto. Je n'ose pas dire apartheid, des réflexes communautaristes, si on peut dire, et le débat collectif sera impossible. Et le mot qu'invente Robespierre, c'est le mot de fraternité, dans un discours célèbre sur la constitution des gardes nationales en décembre 1790. Et je pense que ce qui nous manque dans tous ces débats, c'est l'évidente fraternité. C'est-à-dire que nous soyons de gauche, de droite, pour, contre, dessus, dessous, tout ce que vous voulez, nous sommes quand même en humanité, si j'ai bien compris, ou alors j'ai rien compris à la science, frères et sœurs en humanité. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, trouver les moyens, ensemble, d'essayer, comme on le fait ici, de s'asseoir et de discuter? Voilà, ça c'est ce que je regrette profondément. Mais je suis surtout là pour remettre en avant cette dimension philosophique
de la fraternité qui nous manque tant. Et la dernière anecdote que je veux raconter avant de vous laisser les questions, je suis bavard, hein, un philosophe, il faut l'arrêter. Ça va dans ce sens-là. Mon fils s'appelle Xavier, il a 18 ans, il est étudiant à Paris, enfin peu importe, on s'en fiche, c'est pas ça l'important. Mais il porte le prénom de son arrière-grand-père, qui s'appelait donc Xavier, son arrière-grand-père maternel. Et Xavier a été un poilu de Verdun, qui a fait évidemment le chemin des dames, qui a fait toutes les campagnes. Et en montant à l'assaut, l'histoire est vraie, en montant à l'assaut un soir, les obus, la mitraille, la peur au ventre, hein, il avait tout juste 20 ans, baïonnette au canon, il s'est retrouvé face à un jeune Allemand qui avait son âge, qui lui aussi était baïonnette au canon. Il y avait des trous d'obus partout et ils se sont embrochés mutuellement. Et ils sont tombés tous les deux dans un trou d'obus rempli de boue et ils ont boulé comme ça, voilà. Et ils ont agonisé. L'arrière-grand-père de Xavier, donc Xavier avait été élevé évidemment dans le culte anti-allemand, donc il était contre, et l'autre avait été élevé dans le culte du français, dont il était contre aussi. Donc tous les deux étaient contre. Et ils se sont retrouvés côte à côte à agoniser dans une tranchée. Ils ne parlaient pas allemand, Xavier, et l'autre allemand ne parlait pas français. Alors j'ai dit à Xavier, mais je le vous voyais, j'avais un grand respect pour lui. J'ai dit, Xavier, qu'est-ce que vous avez fait? Il me dit, écoute, je ne savais pas quoi faire. Visiblement, il avait peur. Je ne parlais pas allemand. On était des ennemis jurés. Mais on allait mourir tous les deux. Donc je lui ai donné une cigarette. C'est tout ce que je pouvais faire. Je lui ai allumé la cigarette et je lui ai donné. Puis je dis après. Après, il avait toujours peur. Donc je ne savais pas parler allemand, donc je lui ai donné la main. Et puis au petit matin, quand je me suis réveillé, c'était lui qui était mort. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je cite cette anecdote? Simplement pour dire que voilà ce qui nous manque. Voilà Robespierre en acte. C'est-à-dire que sur ce débat complexe de la fin de vie, pour lequel on n'a pas raison seul, pour lequel, si on veut aller plus loin, il faut être plusieurs, il faut que l'on retrouve ces voies de la fraternité qu'on ne trouve que dans les grands moments d'union nationale ou de cataclysme. Je ne parlerai pas des affaires récentes. Voilà. Donc, moi, le seul message que j'ai à faire passer, c'est que vous soyez pour, que vous soyez contre, mais au moins acceptons de manière non idéologique, non militante, même s'il ne faut pas renier ses convictions, moi j'en ai aussi, acceptons de nous rencontrer, de débattre, de confronter nos débats comme l'ont fait Xavier et l'ennemi allemand dans la tranchée avant de mourir. Voilà. Il est 15h30, donc nous sommes partis pour une demi-heure de questions-réponses avec vous et la salle. Bonjour monsieur, merci pour votre présentation. Vous avez mentionné en début que vous étiez familier avec la situation au Canada quant à l'aide médicale à mourir. Donc vous êtes sûrement au fait de la loi qui s'intitule « Mourir dans la dignité » qui a été adoptée récemment au Québec. C'est une loi qui se veut une manière de baliser l'aide médicale à mourir, par exemple, pour la réserver aux personnes qui sont vraiment atteintes. Oui, excusez-nous parce que... Oui. Est-ce qu'on peut pas... Voilà, tout douce, tranquille. On a le temps, oui. Hein? On a le temps. Voilà. C'est bon, pardonnez-moi. Donc, c'est une loi intitulée « Mourir dans la dignité » qui se veut une manière de baliser l'aide médicale à mourir. Par exemple, en la réservant aux personnes atteintes de maladies qui sont incurables, qui souffrent de souffrances qui sont intenables. On le supervise par 2 médecins qui vont valider la décision. Le consentement peut être retiré, il n'est pas censé avoir d'influence de la part des membres de la famille. Est-ce que vous pensez que de telles balises, c'est réalisable et qu'effectivement, on va parvenir à offrir, pour des cas extrêmes, une aide médicale à mourir, tout en évitant ces fameux glissements, par exemple, vers l'euthanasie des personnes contre leur consentement, les personnes démentes, les enfants, ce genre de situation? Merci. Bernard-Marie Dupont. J'ai été professeur à l'Université Laval, donc à Québec. Le projet 52 qui a été mis en débat est un projet étonnant dans la mesure où l'approche qui a été celle du Québec a été non pas de dire faut-il une loi sur la fin de vie, mais comment mettre en pratique une loi sur la fin de vie. Et ce qui est très curieux aussi, c'est qu'il a été piloté par Maître Ménard, un homme tout à fait respectable, mais qui est au départ un avocat. C'est-à-dire qu'il y a eu d'emblée au Canada une dimension militante. C'est-à-dire qu'ils ont choisi la voie, non pas du faut-il, mais comment mettre en application. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que d'expérience, mais après on peut en discuter,
Moi, je pense que la loi, quelle qu'elle soit, n'offre pas, qu'elle soit québécoise, canadienne ou européenne, de garantie à ce que, je ne sais pas moi, alors on peut les appeler des dérives ou des élargissements, ou je ne sais pas comment il faut les appeler, soient impossibles. On l'a vu récemment avec la Belgique, dans la mesure où une transsexuelle a pu être euthanasiée et aussi où plusieurs délinquants, je crois, sexuels ont demandé à être euthanasiés. La question des barrières me semble pas pouvoir être réglée par la question juridique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pascal. Bonjour, Pascal Landin, à vivre sa fin de vie, on travaille sur la fin de vie. Donc, vous avez dit inventer le droit à mourir. Je rappelle quand même que ça fait des millénaires que les gens terminent leur existence en allant sur une montagne, en se suicidant d'une manière volontaire, et que ça faisait partie des rites et de la pratique habituelle. Et vous avez dit Yaka. Moi, je suis désolé, ça fait depuis 1980 que nous débattons de ce sujet, et la société française évolue certainement beaucoup en ce moment, mais ce n'est pas d'hier qu'on discute de ce sujet. La question, moi, que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir une liberté individuelle en respectant la personne et en respectant les praticiens, mais est-ce qu'il n'est pas possible aujourd'hui d'avoir une liberté individuelle? Et je vous invite à lire mon analyse de Alain Clay, la proposition de loi, qui est une aberration donnant tout le pouvoir aux médecins. Bon. J'ai entendu votre argument. Alors, je suis d'autant plus à l'aise pour dire du bien de la loi Leonetti-Claes que le projet, plutôt, que j'ai critiqué sévèrement la première mouture. Donc je suis bien plus à l'aise pour en dire du bien. Il y a des choses positives, effectivement. Les choses positives, c'est quoi? C'est ce que reconnaît le rapport, à savoir que, ce que j'avais dit il y a 11 ans à l'époque, personne n'avait entendu, que faire une loi, la première loi Leonetti-Claes, qui ne donne pas réellement de droits nouveaux aux patients, c'est lui faire croire qu'il a des droits alors qu'il n'en a pas de nouveaux. On donnait dans cette loi, on faisait retour à ce qu'on croyait avoir finalement enfin perdu, c'est-à-dire le tout médical, puisque le patient pouvait exprimer des souhaits, mais que finalement la décision revenait au corps médical, qui d'ailleurs n'en était pas forcément content. Donc je pense qu'il était bien de dire qu'est-ce que c'est que cette loi qui donne ou qui semble donner et en même temps qui maintient un pouvoir médical fort. Alors je pense qu'il faut clarifier la situation. Soit on donne réellement des droits aux patients, des droits nouveaux, soit on n'en donne pas. Bon. Si on en donne, effectivement, on peut se poser la question du caractère opposable des droits que l'on donne. Sinon, ça n'a pas de sens. Bon. Je n'ai pas de position idéologique. Ma position, elle est à la fois juridique, mais elle est surtout très pratique. Ce sont des questions que je pose. Comment on va faire pour concilier des inconciliables? C'est-à-dire que si demain, on dit sortons de la toute-puissance médicale et donnons enfin aux patients des droits nouveaux. D'accord, entièrement d'accord. Et donc faisons en sorte que le droit de pouvoir choisir sa mort devienne opposable. Que vous êtes à l'hôpital, puisque j'ai bien compris que le cas de la fin de vie, ça serait de toute façon essentiellement l'institution hospitalière, comment on va faire pour concrètement concilier ce droit avec l'obligation d'assistance à personne en péril, qui semble être un droit complètement contradictoire. Alors moi, je veux bien que vous ayez une solution. De toute façon, je n'ai pas de solution à proposer, mais je m'interroge. Bon. Et je m'interroge aussi dans les faits. C'est-à-dire que quand je lis le rapport Claes-Leonetti, ils ont écrit, je n'invente rien, vous l'avez lu aussi bien que moi, mieux que moi, qu'ils demandent à ce que, obligatoirement, je reprends le mot, tout ce qui est de l'ordre des techniques de maintien en vie, c'est-à-dire hydratation, alimentation, etc., qui accompagnera le droit à la sédation terminale, donc tout ce qui est maintien en vie, soit suspendu. Bon. Déjà concrètement, si on n'est pas tous d'accord sur alimentation, hydratation, on s'appuie, enfin Jean Leonetti et Alain Claes s'appuient sur la décision du Conseil d'État dans l'affaire Lambert, mais la littérature médicale, je l'ai vraiment lue à maintes reprises, elle est partagée, elle n'est pas tranchée. Pour certains, c'est un besoin physiologique, pour d'autres, c'est un traitement. Bon, donc déjà médicalement, on n'est pas tous d'accord.
Ensuite, il y a l'obligation des personnels soignants d'aider, de porter assistance à personne en péril. Si vous ne le faites pas, c'est même lourdement sanctionné dans le code pénal. Bon. Donc ma question à moi, elle est d'ordre juridique et pratico-pratique en médecine. Juridique, c'est quoi? Comment vous allez concilier un droit à mourir qui deviendrait un droit opposable avec l'obligation d'assistance à personne en péril? Très concrètement, la personne est sédatée ou sombre dans le coma, etc. Qu'est-ce que je fais? Je la sors de son coma ou je respecte ce qu'elle m'a dit précédemment? Si j'ai bien compris dans la loi Leonetti, c'est je respecte ce que la personne a exprimé. D'accord? Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait, sincèrement, pratiquement, du devoir d'assistance à personne en péril? Bon. Ensuite, à supposer même qu'on se mette d'accord pour dire alimentation et hydratation, ce sont des traitements, donc le patient peut s'opposer à tout traitement, donc on arrête l'alimentation et hydratation. Comment on va faire concrètement pour maintenir une sédation terminale? Comment on va faire concrètement pour maintenir une sédation terminale? On va la passer comment? En médicaments, Péros, je ne sais pas. Enfin, il me semble, mais c'est ma lecture, vous en faites forcément une lecture différente, il me semble qu'on s'est un peu précipité sur cette notion d'accorder un droit opposable, alors que les situations de fin de vie que l'on vit, si je puis dire, sont éminemment complexes. Dans les situations palliatives que j'ai vécues en tant que médecin, sincèrement, j'étais bien content qu'il existe la sédation réversible, parce que aussi, parfois, les données changeaient, que le patient lui-même changeait, etc. Mais je conçois qu'on ne soit pas d'accord. Pierrette Offière. Pierrette Offière. Bonjour, je suis Pierrette Offière, je suis avocat et je travaille avec Espace Régional Éthique Midi-Pyrénées. Je pense que là, on est en train de parler de trois choses. Vous avez parlé du moment de la mort et je pense qu'on pourrait parler de la manière de mourir et du moyen de mourir. Ce qui se passe le plus souvent, et je ne vais pas vous l'apprendre ni à les personnes qui sont dans la salle, c'est qu'en effet, l'arrêt des traitements, qui peut déjà être exigé sous réserve de toute la procédure qu'on connaît, entraîne automatiquement une fin de vie où la procédure des soins palliatifs est censée être là pour qu'il n'y ait pas de douleur. Je ne vais pas vous apprendre non plus les effets du double effet dans ces cas-là. On a déjà des moyens, et je ne suis pas médecin, mais enfin, pour que les traitements qui sont apportés à ce moment-là, enfin pas les traitements, pardon, le processus qui est apporté à ce moment-là a peut-être un effet qui va accélérer la fin de vie. Et en fait, je crois que la grande angoisse qui est ressentie, c'est « je ne veux pas, dans ces cas-là, mourir en souffrant ». Ça, c'est la partie des soins palliatifs qui est censée et qui fait tout pour alléger la souffrance. Mais je pense que la notion d'abord d'avoir de manière corollaire un droit à une sédation terminale dans laquelle on expliquerait aux gens ce que ça représente, parce que tout ça suppose la notion du consentement, tant que les gens sont en état de pouvoir consentir, permettrait d'éviter des problèmes à ce niveau-là. En tout cas, c'est ce que la loi prévoit. Et en particulier aussi, après, on a le niveau supérieur, c'est-à-dire non seulement la manière de mourir sans souffrir, droit à la sédation vers lequel on s'achemine, mais la façon différente qui est donc le moyen de mourir. Et là, on passe à ce que vous évoquiez, c'est-à-dire où la personne peut se, entre guillemets, je dis bien se suicider, ou alors on va l'aider à prendre un produit parce qu'elle veut, dans ces conditions-là, ne plus continuer à vivre ce qu'elle vit, en étant consciente, bien sûr, ou pas. Et la différence avec l'euthanasie, je raccourcis, voilà, je termine. La différence avec l'euthanasie est minime, mais je crois qu'il faut la poser, en tout cas je n'ai peut-être pas bien compris si vous l'avez dit, c'est que l'euthanasie, c'est donner à la personne une mort qu'elle n'a pas demandée. Je schématise. Donc aujourd'hui, je pense que la particularité de l'évolution de notre loi, et en effet il faut aller doucement, c'est quand même d'arrêter, je vais être un peu cavalière, de tourner autour du pot, parce qu'on n'arrête pas de remettre le nez dedans, et que de toute façon on n'échappera pas à une législation qui permettra aux gens peut-être de choisir le moment, le moyen et la manière. Merci. Alors, merci. Réponse rapide à ce qui mériterait certainement de longs débats. Euthanasie, c'est vrai que je n'avais pas précisé, mais je pense que les militants de la DMD, il y en a forcément dans la salle et autres,
distinguent eux-mêmes très bien le droit à la mort sollicitée, qui peut inclure le droit à un suicide médicalement assisté, mais aussi à une forme de reconnaissance de l'euthanasie dans certaines circonstances. Et puis tout le monde s'accorde, là je pense qu'on est d'accord tous, sur un refus d'un droit à l'euthanasie imposée, comme elle a pu exister ou comme elle peut hélas exister. Alors, ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Le deuxième point sur lequel on est d'accord, c'est que je pense qu'il faut lutter contre un certain nombre de dérives qui sont aussi parfois, hélas, réelles, à savoir que parfois le corps médical, mais j'ai du mal à taper dessus parce qu'il n'est pas unanime et qu'il faut aussi, c'est plus compliqué, mais c'est vrai aussi que parfois le corps médical, il a pris la fin de vie des patients un peu parfois en la confisquant. Bon. Un de mes cousins est mort d'un cancer, c'est prévu, mais en juillet dernier, je pense que sa mort en grande partie lui a été confisquée. Bon, alors, il y a des situations qui sont anormales et il faut sortir de cette toute-puissance. Encore une fois, qu'on donne des droits nouveaux aux patients, bravo, je suis entièrement d'accord. Et enfin, des droits. C'est-à-dire pas faire croire, comme dans le premier projet Leonetti, qu'il a des droits, mais en fait que ce ne sont que des souhaits. Donc il ait des droits, d'accord. Ceci dit, toutes les questions juridiques ne seront pas épuisées et donneront lieu à des interprétations multiples, débats, procès, etc. L'affaire Lambert en est hélas l'illustration, parce que je suis désolé de dire que médicalement parlant, si je m'en tiens au domaine médical, je ne sais pas trop ce que c'est que l'hydratation, l'alimentation, etc. Et que médicalement parlant, si je suis à fond contre l'obstination déraisonnable, ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique, médicalement parlant, je ne sais pas définir. Si, je sais que c'est déraisonnable lorsque ça devient nuisible à un patient, mais sincèrement, dans les situations de fin de vie, c'est quoi le déraisonnable ? Bon, après, est-ce que hydrater prolonge un patient en fin de vie? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est déraisonnable ou de l'acharnement, etc.? Je ne suis pas sûr non plus. C'est-à-dire que plus j'avance en expérience médicale, finalement aussi, plus je perds mes certitudes face à des progrès qui m'échappent. Et je suis de moins en moins, je ne sais pas ce qu'en pense Jean Grimaldi, mais je suis de moins en moins dans la maîtrise. Bon, alors, vous avez parlé du double effet. Alors, c'était l'article 2, si ma mémoire est bonne, de la première loi Leonetti, qui essayait de préciser le double effet, à savoir qui disait, effectivement, je suis d'accord avec vous, toute personne doit pouvoir, si elle a peur, si elle souffre, doit pouvoir bénéficier d'une sédation. Bon. Ça, je pense vraiment qu'il faut promouvoir ce droit. Bon, ceci dit, le principe du double effet, c'était quoi? C'est-à-dire, si vous souffrez, on vous met de la morphine, pour faire court. Et puis, si vous souffrez encore plus, on vous en met toujours un peu plus. Jusqu'à ce que, sincèrement, on dépasse les doses du raisonnable. Et le principe du double effet, c'était de dire, en voulant vous soulager, il se pourrait que, dépassant les doses, on ait un effet bien plus, comment je pourrais dire, obtenu que ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'effectivement, on obtienne le résultat, mais en vous faisant mourir. Le principe du double effet, j'ai 10 ou 15 ans de pratique palliative derrière moi en Angleterre, je ne l'ai jamais vu se réaliser comme on le décrivait. C'est-à-dire qu'on a multiplié parfois, on a donné des doses de cheval au sens vraiment vétérinaire à des patients qui souffraient. Et je n'ai jamais vu ce qu'on décrit classiquement dans les littératures médicales, c'est-à-dire que ça peut entraîner une dépression respiratoire, etc., etc. L'usage intempestif de la morphine, j'ai jamais vu le résultat. Par contre, ce que j'ai vu de manière, vous parliez d'hypocrisie, parfois de manière totalement hypocrite, c'est que si à quelqu'un vous ne prescrivez pas de morphine et que d'un seul coup vous lui prescrivez une dose massive, vous pouvez effectivement dans ces circonstances induire une dépression, etc. et un décès. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé aussi, et il faut avoir l'honnêteté de le dire, bien plus souvent qu'à mon tour, de constater que dans des unités de soins palliatifs, en disant « nous sommes contre l'euthanasie », on a juste donné de la morphine. Mais la façon dont c'était amené n'était pas à visée antalgique, mais je le dis clairement, à visée d'euthanasie. Et là, à ce moment-là, il y a une hypocrisie notoire. Ok. Madame, puis j'ai une demande de parole ici aussi. Bien. Oui, je voudrais me déclarer d'accord avec les interventions précédentes. Vous avez évoqué tout à l'heure un sondage dans lequel la question posée était
la suivante. Si vous étiez atteint d'une maladie incurable provoquant des souffrances intolérables, voudriez-vous qu'on abrège votre vie? La réponse, en majorité, était oui. Mais si on avait posé une question différemment, si vous étiez atteint d'une maladie incurable provoquant des souffrances intolérables, aimeriez-vous qu'on vous tue ou qu'on abrège vos souffrances ou qu'on allège vos souffrances? Là, je pense que les réponses auraient été différentes. Parce qu'en réalité, nous savons tous que nous sommes mortels, la mort est fatale, mais nous ne voulons pas mourir dans la souffrance. Et sans doute, aujourd'hui, l'accès aux soins palliatifs mériterait encore d'être amélioré, et la lutte contre la douleur mériterait aussi d'être améliorée. Et c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Bernard-Marie Dupont. Alors une réponse encore une fois rapide pour qu'il y ait d'autres questions. Encore une fois, je crois qu'il ne faut pas confondre le problème médical et le problème philosophique. Nous sommes dans cette salle, j'en suis convaincu, tous d'accord pour dire qu'il faut améliorer la prise en charge de la douleur à l'hôpital, faire que les patients aient plus de droits, faire en sorte que la toute-puissance au sens très large du terme des blouses blanches, quand elle n'est pas justifiée, soit limitée, que le patient soit respecté pour ce qu'il est, c'est-à-dire une personne, qu'il ait le droit aux soins, etc. Ça participe de sa dignité. Bon. L'éducation à la prise en charge de la douleur, tout ça, ça me semble nécessaire. Et ça va dans le sens d'une évolution de la médecine, non pas vers un tout palliatif, mais à mon avis, c'est un peu comme les Restos du Cœur, qui sont aujourd'hui pour moi le résultat d'un échec, c'est-à-dire que s'ils avaient réussi, ils auraient disparu. C'est-à-dire que la société aurait réglé le problème et on n'aurait pas 80 millions de repas par an par les Restos du Cœur. Je pense que la médecine palliative a vocation, si elle réussit, à disparaître. Ça veut dire quoi? Vocation à faire en sorte que le patient soit soigné pour ce qu'il est, c'est-à-dire une personne avec une dignité que l'on respecte, avec une pudeur que l'on respecte, dans laquelle on parle plus de soins que d'argent, dans lequel on ne fait pas de distinction entre un CMU et un patient aisé, etc., etc. Bon, tout ça, ce n'est pas le cas, mais c'est un autre problème. Et puis, évidemment, il y a la question de mon rapport individuel à ma mort. Et ça, je crois que ça ne sera jamais réglé par une loi, quelle qu'elle soit, qu'on soit satisfait de la loi ou pas. J'ai accompagné un tas de gens en fin de vie. Un jour, j'ai soigné un prêtre. On avait perdu 7 personnes dans la même semaine. Et je me suis dit, le prêtre allait mourir. Ouf, ça va nous faire un peu de repos parce que lui va être content de mourir. Ça a été un accompagnement d'une rare violence parce qu'il refusait, il se battait, etc. Mais ça a été un accompagnement aussi très riche dans la douleur. Et là, je pense qu'il y a des formes de douleur qu'on ne peut pas apaiser. Mais je crois qu'il faut distinguer 2 moments. Le développement d'une médecine plus humaine, qui intègre, j'aime pas dire curatif d'un côté, palliatif de l'autre, parce que ça veut dire nous on est bons et vous, vous êtes méchants. Les techniciens de la santé, que sont les oncologues, etc., sont aussi des gens qui visent à gagner en humanité. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est plus d'humanité, accorder des droits réels aux patients, faire en sorte que la question de la fraternité se pose réellement. Ricoeur, Paul Ricoeur, mon maître Ricoeur, autrui, l'autre, faire ensemble que nous puissions vivre ensemble dans des institutions justes. Et puis, à côté de ça, je pense qu'il y a des questions qui relèvent de l'intime, de son propre rapport à la mort, qui va aussi évoluer avec le temps, les circonstances, les épreuves de la vie, etc., etc. Et ça, je pense que ça ne peut pas, par principe, par définition, être réglé par une loi. 5 petites minutes encore pour répondre à votre question, madame. C'est 2 petites questions. Alors, je suis infirmière en EHPAD et je suis navrée de savoir que mon métier disparaîtra dans 20 ans. Et les 2 questions que je vous pose, c'est tous les jours, des résidents me disent « je veux mourir ». Ce sont des personnes démentes. Si une loi me permettait, moi, ou un médecin, d'accéder à leurs demandes, est-ce qu'on n'en profiterait pas trop, entre guillemets? Et la 2e question, c'est combien cet acte coûterait-il? Merci. Le rapport Claes-Leonetti, je n'invente rien, il est là, vous pouvez le télécharger sur Internet, je n'invente rien. Reprend mes craintes exprimées par écrit, y compris devant Alain Claes et Jean Leonetti, depuis 15 ans. À savoir que, comme l'a dit aussi l'intervenant précédent, nous sommes entrés dans une société utilitariste, où si on y prend garde, on finira par associer soins et argent. Or, moi j'ai 2 craintes dans le monde de la santé, c'est ceux qui seront simplement différents, plus faibles ou en situation de vulnérabilité au sens très large du terme.
c'est-à-dire le grand âge qu'on est en train d'inventer, et ça c'est quand même une révolution extraordinaire, et puis des situations comme les EVC-EPR, pour faire simple, comme les patients comme Vincent Lambert. Alors, pour répondre à votre question, dans le rapport, vous le lirez, j'ai plus les pages, mais on peut en discuter après, Jean Leonetti, Alain Claes disent qu'on peut se poser la question des patients en EHPAD et que l'on peut se poser la question des patients de type Vincent Lambert. Et ils disent, ça m'a fait bondir, il est évident que ces personnes, si elles pouvaient s'exprimer, demanderaient à mourir. Qu'est-ce qui leur permet, en termes de méthode, de dire qu'elles voudraient mourir, de même que je leur poserais la question à l'inverse s'ils affirmaient le contraire. C'est-à-dire que soit on s'en tient à des faits précis, soit on ne peut pas dire ça. Ou alors si on l'affirme, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Alors ceci dit, la question des EHPAD, moi, le jour où je serai vieux, si je vais jusqu'à la vieillesse, si je vais jusqu'au 4e âge, si c'est pour finir sur une chaise, attaché, avec une couche culotte la nuit, parce qu'on ne vient pas me passer le bassin, etc., etc., je pense que c'est possible que je demande à mourir. J'en reviens à l'exemple de Xavier, le grand-père, l'arrière-grand-père. Pourquoi il est mort à 103 ans d'une mauvaise chute? Bon, pourquoi il n'a jamais demandé à mourir? Moi, j'ai une explication. C'est parce qu'il avait traversé la vie et ses épreuves en continuant d'être heureux avec son fils et avec son petit-fils. C'est-à-dire que dans un milieu rural qui était le mien et campagnard, nous n'étions pas des urbains, c'est-à-dire que nous avions construit la vie sur de la transmission intergénération, une forme de fraternité aussi. Bon. Si demain, nous n'avons à proposer à nos personnes âgées que des maisons de retraite, que l'on continue de construire, comme les chenils, à l'extérieur des villes, alors même que la mobilité des personnes âgées se réduit, eh bien, effectivement, et si en plus on a à leur proposer que d'être attachés sur des fauteuils du matin au soir, d'avoir des couches culottes la nuit, d'avoir des activités débilitantes, etc., bien sûr, ce n'est pas le tout des EHPAD. Mais évidemment, je pense que la solution à ce moment-là, c'est de disparaître. C'est-à-dire que pour moi, la vraie question qui se pose est une question politique. Quel projet de société avons-nous? Quel projet de société avons-nous pour toutes les couches de la population? Parce qu'évidemment, j'en reviens au thème de cette semaine, éthique et argent, ou santé et argent. Une personne âgée, on ne la remettra jamais dans le monde du travail. Une personne âgée, elle coûtera rapidement bien plus qu'elle n'a coûté en termes de cotisation sécu, puisqu'aujourd'hui, on peut vivre plus longtemps que l'on a cotisé. Et bien, si c'est ça le monde de demain, je vous renvoie à un texte d'Edmond Rostand en 1974 qui dit « Viendra un temps où finalement on supprimera les nonagénaires parce qu'ils n'ont plus d'utilité, puis les octogénaires, puis les septuagénaires, etc., etc. » Moi, je pense que la vraie question, elle est politique, au sens politis, au sens grec du terme, pas droite-gauche. Elle est qu'est-ce qu'on veut faire de toutes ces personnes, de ce grand âge, de ces malades, de ces invalides, de ces EVC, de ces EPR, de ces gens qui sont tétra, émis, tout ce que vous voulez, alors qu'ils coûtent cher à la société, si on compte en termes d'utilité. Et là, on n'est pas dans le transhumanisme. Ils sont moins plutôt que plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette vulnérabilité? Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes, finalement, que l'on a construites aussi? Parce qu'il faudrait quand même se regarder le nombril. C'est nous, chercheurs, c'est nous, médecins, qui avons inventé l'AREA, qui avons inventé la vie qui va après la réanimation, qui avons inventé le 4e âge, qui ne cessons dans toutes les revues féminines, pas seulement féminines, je vous l'accorde, de promouvoir le culte de la jeunesse, la réparation à outrance, etc., etc. Nous sommes dans un idéal de maîtrise qui va où, je ne sais pas, mais qui y va en chantant. Donc je pense que la question du sens, qui est un sens bien plus politique que simplement strictement légal, etc., est à poser. Et je plaide vraiment pour une prise en compte de ces problèmes pour ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire des problèmes politiques, mais au sens fraternel du terme. Qu'est-ce qu'on veut construire comme société demain? Voilà, c'est ça mon inquiétude et mon seul projet. Merci beaucoup Bernard-Marie Dupont. Merci à vous aussi de votre participation. On va le retrouver dans une... Ah oui, à 18h en fait, dans 2 heures. On va le retrouver encore, autour du principe de précaution. Merci.